Mesdames, Messieurs les membres du jury, le mariage dispose d'un caractère solennel dont la composante principale réside dans la cellule familiale. C'est un point de repère fondamental, le lieu symbolique où s'épanouit la personne et où se profile l'apprentissage de la vie en société. Où se construisent les rapports entre les sexes, les générations, la liberté. Ce conglomérat de notions est une réalité affective et authentique, étrangère aux lois du marché. La famille est une valeur davantage qu'une institution. Aussi doit-elle être protégée et confortée dans le droit, sans que ce dernier ne s'immisce dans l'excès, dans ce qui relève de la sphère privée. Au regard de cette conception, s'il existe une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de parenté et de parentalité pour les homosexuels, c'est parce que les droits nationaux, et notamment le droit français, ne prévoyaient pas de règles spécifiques et générales permettant d'appréhender la famille homoparentale, pourtant aujourd'hui de plus en plus nombreuses. Avoir des enfants dès lors que l'on se revendiquait comme homosexuel n'était pas une aspiration aisée à réaliser, et cela jusqu'à la loi publiée le 18 mai 2013, ouvrant le mariage aux couples de même sexe et ipso facto le droit d'adoption. Pouvions-nous nier à l'évidence que ces gens puissent avoir une volonté de paternité ou de maternité? En France, il a fallu batailler pour qu'une personne homosexuelle puisse adopter en qualité de célibataire. Il a fallu également batailler pour que le parent social, le conjoint, ait juridiquement une place pour l'enfant. Nous allons donc vous exposer la situation parfaitement insatisfaisante qui, avant l'avènement de cette loi, et vous démontrer pour quels arguments l'adoption pour les personnes de même sexe constitue un droit favorable, si ce n'est équivalent aux personnes de sexe opposé. Alors, je vais vous parler de la lutte pour l'équivalence entre les droits d'adoption pour les hétérosexuels et les homosexuels. Alors, quelques mots de procédure, ça ne va pas durer longtemps. Toute personne qui souhaite adopter doit, dans le cadre d'une adoption plénière, saisir le président du conseil général du département de son lieu d'habitation, d'une demande d'agrément. Une fois cet agrément délivré, la personne pourra se voir confier un enfant, qu'il pourra par la suite adopter par le biais d'une requête en adoption auprès du tribunal de grande instance de son domicile. Seulement voilà, pendant longtemps, la jurisprudence française s'est refusée à octroyer cet agrément à une personne célibataire homosexuelle, comme l'illustre parfaitement l'arrêt Frété du 26 février 2002. Monsieur Frété s'est vu refuser son droit à l'agrément au motif de son choix de vie. Mesdames et messieurs du jury, membres de l'audience, j'insiste davantage sur ce motif, son choix de vie. Donc, monsieur Frété, après avoir épuisé ses voies de recours en droit interne, a saisi la Commission européenne, qui a accepté son dossier et a renvoyé l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Celle-ci a considéré, par 4 voix contre 3, que monsieur Frété ne pouvait pas se prévaloir de la violation combinée des articles 14 et 8 de la Convention, qui garantissent le droit au respect de la vie familiale et privée et au principe de non-discrimination. Nous faisions donc face au premier obstacle de l'ouverture à l'adoption pour les personnes homosexuelles. Fort heureusement, un revirement de jurisprudence s'est opéré en 2008 avec l'affaire Emmanuel B contre France. Les faits étaient à proprement parler similaires. Outre la différence de sexe, la différence principale résultait en ce que M. Frété vivait seul, alors que Mme Emmanuel B vivait en couple avec sa partenaire et ne s'en cachait pas. La Cour a été amenée à s'interroger sur le caractère justifié ou non de cette atteinte à travers la question suivante. Le refus d'agrément est-il une atteinte à la vie privée et familiale de la requérante fondée sur son orientation sexuelle? La Cour a semblé répondre par l'affirmative, en ce que l'administration avait utilisé un écran de fumée en refusant l'agrément en raison de l'absence d'un référent paternel, ce qui masquait ainsi une décision arbitraire fondée uniquement et spécifiquement sur l'homosexualité de la requérante. La Cour a donc estimé qu'en retenant un tel motif de la part de l'administration, cela conduisait à exiger de la requérante qu'elle justifie dans son entourage proche l'existence d'un référent de l'autre sexe, ce qui conduirait à vider de sa substance le droit qu'ont les personnes célibataires d'adopter, étant donné que, dans l'affaire qui nous était présentée, la demande d'agrément venait non pas d'un couple marié, mais précisément d'une personne homosexuelle. La Cour a donc condamné l'administration, de par sa décision arbitraire, qui a, in fine, débouté la requérante de sa demande. Donc la France a été condamnée sur violation des articles 14 et 8 de la Convention, qui, comme je vous l'ai dit précédemment, garantit le droit au respect de la vie privée et familiale,
ainsi que le principe de non-discrimination. Finalement, que pouvons-nous retenir de cet arrêt? À travers la question suivante, y a-t-il une justification à cette atteinte discriminatoire qui puisse être proportionnée, légitime et objective? Mesdames et messieurs du jury, membres de l'Assemblée, je vous réponds que non. Il n'y a pas de justification qui soit raisonnable et objective, tant sur le plan éducatif, psychologique et familial, que les conditions nécessaires à l'adoption d'un enfant par un couple de même sexe soient rejetées sous prétexte de leur orientation sexuelle. Bien au contraire, je vous rappelle que 9 États membres de l'Union européenne ont consacré l'adoption d'une manière ou d'une autre pour les personnes de même sexe. Je vous rappelle que des études scientifiques ont montré qu'un enfant élevé par des homosexuels ne se porte ni mieux ni moins bien que les autres. Je vous rappelle que l'homophobie doit être combattue et ne doit pas servir de prétexte pour la prise d'une décision politique, juridique ou administrative. Je vous rappelle que, concernant l'intérêt de l'enfant, c'est lui donner une famille alors que celui-ci n'en a pas. Merci, je laisse la parole à mon collègue. Nous allons voir à présent à travers le prisme de la loi de 2013, nous allons détailler la place juridique du parent social, mais également la sécurité juridique envers l'enfant. La problématique qui se posait pour la majorité des familles homoparentales était en ce que l'enfant qui avait été souhaité par le couple est le plus souvent le fruit d'une PMA ou d'une GPA. Alors la PMA, la procréation médicalement assistée, c'est l'insémination artificielle par un donneur anonyme ou non d'une des femmes du couple. Et la GPA, donc la gestation pour autrui, à l'étranger, donc pour les couples d'hommes. Mais également l'adoption plénière pour les personnes célibataires. Ainsi, l'enfant n'avait, d'un point de vue strictement juridique, qu'un seul parent. La compagne ou le compagnon, c'est le parent, c'est-à-dire le parent social, qui est partie prenante du projet d'enfant, n'avait sur un item juridique ni droit ni devoir vis-à-vis de cet enfant. C'est donc ce dernier qui en pâtit en premier chef, car il ne dispose que d'une protection légale de seconde zone. Celui-ci, qui est élevé par le couple, n'a en réalité, au regard du droit, qu'un seul parent pour le protéger. Il se trouve alors dans une situation d'insécurité non négligeable et inadmissible, puisque si la mère ou le père vient à décéder, le conjoint n'a in fine aucune obligation vis-à-vis de cet enfant. D'où la nécessité d'intervenir pour mettre fin à cette situation invraisemblable, ne serait-ce que pour assurer une certaine garantie juridique. François Hollande et le gouvernement ont répété de nombreuses reprises qu'ils n'avaient aucune intention d'autoriser la GPA, mais ses opposants, ses détracteurs, ont fait état d'une circulaire de la ministre de la Justice facilitant l'accès à la nationalité française des enfants qui sont nés de cette manière, par la procédure d'exéquatur notamment. Mais bon, la GPA a une portée par rapport à l'éthique qui est plus grande, et c'est un autre débat dont nous ne tenons pas encore l'ensemble des tenants et aboutissants. Alors concrètement, ce qui change pour l'adoption, c'est que les problèmes qui ont été soulevés par mon collègue font désormais l'objet d'une solution légale. En effet, nous savions déjà que les homosexuels célibataires pouvaient adopter un enfant. Puisque légalement, toute personne âgée de plus de 28 ans peut, en droit français, faire une demande d'adoption. Mais dorénavant, grâce à la loi de 2013, du 18 mai 2013, concernant le mariage pour tous, ce qui change, c'est que les couples homosexuels pourront faire une telle demande à deux. Toutefois, cette hypothèse devrait rester marginale étant donné qu'il y a de moins en moins d'enfants adoptables et de plus en plus de demandes. En revanche, la possibilité d'adopter l'enfant de son conjoint devrait être beaucoup plus utilisée. Prenons un exemple concret. Un couple de lesbiennes, l'une des deux conjointes va pouvoir adopter l'enfant conçu par insémination artificielle avec donneur à l'étranger par sa partenaire. De ce fait, la situation de détresse dans laquelle se trouvait l'enfant avant l'avènement de cette loi est désormais révolue. Et on a un avènement de l'ouverture du droit à l'adoption pour les homosexuels qui sont de facto équivalents à leurs semblables, les hétérosexuels. C'est donc avec humilité et gravité que nous avons accueilli ce débat complexe et simple à la fois, qui assemble des thèmes hétérogènes et antagonistes tels que l'intérêt de l'enfant, ou même l'éthique morale et médicale. Ainsi, la France a su rendre justice à une communauté largement stigmatisée mais soutenue, et surtout répondre à une question sensible nécessitant la plus grande délicatesse. En sa qualité de pays des droits de l'homme, on ne peut qu'applaudir cette main tendue vers l'humanisme,
chérie de ceux qui luttent pour le respect de chacun et d'autrui. Que d'années pourtant ont passé depuis les grands combats en faveur de la dignité, et je ne saurais vous citer qu'humblement les mots de Simone Veil. L'avenir ne nous apporte rien, ne nous donne rien. C'est nous qui, pour le construire, devons tout lui donner notre vie elle-même. La différence nous frappe tous, mais l'altruisme, la compassion et des lois pragmatiques nous défendent contre nos propres craintes et surtout contre la peur de l'autre. Ce qui fait encore l'essence de notre belle République, la liberté d'être qui nous sommes, l'égalité pour tous, en droit et en devoir, la fraternité par la compréhension ne doivent jamais dépérir. La grandeur et l'influence de la France sont pour moi à la mesure de son rôle au service des libertés. Qu'elle brille chez elle d'un éclat sans pareil, alors son influence dans le monde se révèle supérieure et sa puissance réelle. Continuons de transformer notre législation pour se maintenir en phare, ou à défaut en luciole, de nos semblables, car l'on ne peut être chauvin sans prendre de risques et tenter de devancer l'évolution et le progrès. Mesdames, Messieurs les jurés, l'audience, c'est une affaire de cœur et non pas seulement d'intelligence. Et n'oubliez jamais que les individus de tous bords, sexuels, politiques ou religieux, n'ont pas le monopole du cœur et certainement pas celui d'un enfant. Je vous remercie. Merci. Merci à vous.